des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Sur l'île volcanique d'Ischia, dans le golfe de Naples, le domaine de la Mortella surprend par l'exubérance de sa végétation tropicale. Depuis le fond de vallée, les chemins sont creusés dans la roche volcanique. Ils sont plantés d'essences méditerranéennes et mènent jusqu'au sommet du jardin, offrant des vues splendides sur la ville de Forio et la mer. Le compositeur londonien Sir William Walton s'installe à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec sa jeune épouse Susanna, dans ce qui n'est encore qu'une carrière de pierre volcanique. Avec le paysagiste anglais Russell Page, ils composent un jardin singulier. Alessandra Vissinghera est la présidente de la Fondation Walton et de la Mortella. Alessandra, pourquoi William Walton et Lady Susanna choisissent Ischia et la Mortella pour construire leur demeure et leur jardin? En réalité, Ischia a été un choix fortuit. Mais William Walton avait toujours voulu vivre en Italie. Ainsi, quand il a épousé Susanna, ils se sont rendus dans une agence de voyage et ont demandé une maison dans la baie de Naples. On leur a répondu « Naples a été bombardée, l'Italie sort à peine de la guerre, c'est une catastrophe, tout a été dévasté. Nous n'avons pas de maison. » Par chance, un employé de cette agence s'est souvenu qu'il devait y avoir une maison à Ischia. La seule exigence de William Walton était qu'il y ait un piano. Et le hasard a fait qu'il y en avait un. Ensuite, ils ont ouvert un atlas, regardé, et ont dit « Ischia, d'accord. » Et ils ont décidé d'y aller. Arrivés à Ischia, ils en sont tombés amoureux. Susanna avait toujours rêvé de créer un jardin. Elle était issue d'une famille de propriétaires terriens et avait toujours aimé les plantes. Elle a même quitté l'Argentine, aussitôt après s'être mariée, emportant avec elle des graines de plantes tropicales qui n'avaient aucune chance de survivre à Londres. Elle s'est dit qu'ici, c'était le lieu idéal pour cultiver ces plantes. Il n'y avait pas du tout de jardin ici, il y avait juste une bâtisse. Il n'y avait absolument rien. Il y avait quelques plantes, des châtaigniers dans la partie basse, car c'est une zone naturellement plus humide et plus acide, et de vieux oliviers dans la partie haute. C'est tout. Mais elle raconte que ces énormes blocs de pierre, issus d'une éruption volcanique d'il y a 10 000 ans, avaient quelque chose de si fascinant qu'ils ont décidé d'acheter. Les Walton transforment cette carrière en un étonnant jardin botanique qui marie les plantes méditerranéennes aux plantes exotiques.
Depuis 1992, le jardin est ouvert au public. Le jardin de la Mortella descend des sommets de la colline jusqu'au fond de la vallée. Sur la colline, Lady Walton a aménagé des espaces, comme par exemple la cascade du crocodile ou le pavillon thaïlandais. Plus bas, le jardin s'adosse à la paroi rocheuse, jalonnée de cheminements et de plantations d'essences méditerranéennes. Un amphithéâtre accueille des concerts. Devant la demeure se situe le jardin tropical. Il est composé de plusieurs bassins, de larges massifs plantés d'essences exotiques et d'un splendide espace arabo-andalou. Alessandra, comment s'y prend-on pour établir un jardin dans un site aussi complexe, dans une carrière? C'est effectivement un lieu très complexe. Quand Lady Walton commence à s'occuper du jardin, à cultiver les premières plantes, elle se rend compte qu'elle ne peut pas aménager seule un espace aussi difficile. Elle fait appel à Russell Page, car elle possédait son livre « L'éducation du jardinier », Bible de tous les jardiniers de cette époque, et elle a une grande admiration pour cet architecte du paysage. Au début, il dessine un jardin adapté à un climat aride, un jardin aux plantes très résistantes au climat méditerranéen, avec de simples allées. Par la suite, il dessine les premières fontaines, car William veut un jardin très musical, un jardin qui chante, et le bruit de l'eau est la plus belle musique d'un jardin. Alors, Russell Page, c'était un paysagiste qui était un adepte du jardin formel, du jardin géométrique. On le connaît surtout pour ça. Il est anglais. Et il fait une sorte de synthèse avec toutes les écoles de pensée du jardin en Europe, la France, effectivement, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Andalousie. Et c'est un très bel exemple qu'on a ici. Son travail culmine avec la création de ce ril, ce petit cours d'eau d'inspiration islamique. Avec la fontaine à 8 côtés, chiffre porte-bonheur dans le monde islamique, dessinée à l'occasion du 80e anniversaire de William. Et ce n'est pas seulement une fontaine arabo-andalouse qu'il va nous offrir ici, mais c'est aussi une ligne, quelque chose d'extrêmement régulier qui va autoriser sereinement un grand chaos de feuillage et de grands arbres. En effet, c'est un élément très géométrique, très droit, qui apporte un sens, un rythme, une régularité à la grande végétation exubérante qui explose de toutes parts. Mais pas seulement, c'est un élément qui crée du son. L'eau qui s'écoule crée ce bruissement. C'est un élément qui rafraîchit l'air, aussi bien physiquement, car il rafraîchit vraiment en déplaçant l'air chaud, que visuellement, car on voit tous ces points d'eau qui donnent une sensation de fraîcheur. Et puis, cela attire les oiseaux, et leur présence rend le jardin vivant et plein de musique. Lady Susanna et Russell Page offrent à William Walton un jardin où il peut composer en toute quiétude, loin du tumulte londonien. Spécialiste de l'œuvre de William Walton, Lina Tufano est responsable de la programmation musicale du jardin. Lina, William Walton était un compositeur très connu dans le monde anglo-saxon, un tout petit peu moins dans le reste de l'Europe. Qui était-il ? En réalité, Walton est un musicien de grande envergure, d'une grande force expressive. Il a touché à tous les domaines de la musique.
la musique de chambre, la musique symphonique, la musique chorale, les concertos pour instruments et orchestres, sans oublier les célèbres bagatelles pour guitare, qui sont considérées par tous les guitaristes, par tous les critiques musicaux, comme faisant partie des morceaux les plus extraordinaires jamais écrits pour cet instrument. Elles furent composées ici, dans ce jardin. Toute sa musique, à partir des années 60, a été composée ici, dans cette villa. Il n'avait pas besoin du piano pour composer. Ainsi, avec sa partition sous les yeux, il pouvait s'asseoir sur un banc, en face du petit lac. Ici, par exemple. Oui, même ici, sur ces magnifiques petits sièges anglais. S'asseoir, contempler, être protégé par les plantes. Et il traduisait en musique toutes les sensations qui lui venaient de cette lumière, du fait d'être immergé dans la nature, dans le miracle de la création qu'était ce jardin. La richesse du jardin tropical est une prouesse de Susanna Walton et Russell Page dans cette carrière qu'on disait stérile. Alessandro Matera, expert en botanique, est guide au jardin de la Mortella depuis 10 ans. Alessandro, même si on voit des taches colorées là, avec les hémérocalles, avec les clivias, les bromélias, la Mortella, c'est surtout un jardin de feuillage, un jardin de texture. Absolument. Venez voir ce cycas, par exemple. Regardez la structure de cette plante. Elle est très belle. Ici, on peut voir la forme, mais également la partie des jeunes feuilles qui poussent à peine. Elles sont magnifiques. Regardez la différence de couleur et de structure. Bientôt, ces petites feuilles s'ouvriront pour former une trame similaire à celle-ci. Il y en a d'autres que j'aime énormément, comme la feuille des fougères arborescentes, appelée crosse de fougère. Elle a un peu la forme d'un bâton de berger, toute recroquevillée, qui s'ouvrira. Ici aussi, c'est une toute autre trame. Elle forme de magnifiques dessins géométriques. Alors, Alessandro, tout ça, c'est très esthétique, cette idée de plantes géométriques, de plantes structurées. Mais il y a aussi l'idée de choix de plantes très sensuelles, de plantes qu'on peut toucher. Absolument. La plante vous procure des sensations. Et c'est une idée que Lydie Walton a immédiatement saisie. Russell Page avait pensé à un jardin plutôt intime, de façon à ce que le compositeur, en sortant de son bureau après des heures et des heures de travail, puisse être caressé par les plantes. C'est pour cela que les sentiers du jardin sont étroits. Les visiteurs sont contraints d'avoir un contact permanent avec les plantes. L'ensemble se révèle encore, outre par les formes géométriques, par les jeux d'ombre et de lumière. Celles-ci, filtrant à travers toutes ces structures géométriques, créent des jeux infinis sur le sol, que l'homme aperçoit et qui procurent aussi du bien-être. À la fois des ombres portées, mais aussi des transparences derrière les alocasia, par exemple. L'alocasia est celle que je préfère en termes de jeu de lumière. Avec cette veinure infinie, sa trame magnifique. La diffusion de la lumière est si harmonieuse qu'elle semble être l'énergie même de la plante.
En quête de lumière et de couleurs, l'artiste peintre Jeanne de Genevray installe régulièrement son chevalet sous les arbres du jardin tropical. Et alors Jeanne, tu arrives à la capter, cette lumière si compliquée de la Mortella? Oui, mais en fait, la lumière ici, c'est quelque chose vraiment unique parce que c'est une lumière qui vient un peu traversale parce qu'on est un peu dans une espèce de vallée toute petite et qui fait que la lumière est diagonale toujours et toujours aussi modelée en anglais. Comme de la dentelle. Comme la dentelle par l'effet d'avoir une canopée très très haut au-dessus de nous. Découpée. Découpée, voilà. C'est le mot. Et tu as l'habitude de peindre dans les jardins. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est différent des autres jardins? Ce jardin a quelque chose d'unique que moi, je n'ai jamais vu. D'abord parce que nous sommes sur une île. Et ce qui a quelque chose d'assez unique, c'est que c'est un volcan. Et donc, il y a une espèce de humus qui émane quelque chose qui mélange avec l'air ici, qui fait que la lumière est très haute résolution, high resolution. Ah ouais. Il te faut combien de temps pour faire un tableau? Toute ma vie. Toute ta vie. Non, mais là, tu vas t'arrêter, par exemple. Oui, non, mais je dis ça toujours. Mais bon, devant le sujet, on est devant le sujet, comme tu vois bien, là. Avec les clivias. Les clivias. Les bromélias. Les bromélias qui sont là, donc les couleurs sont bien justes et le placement aussi. On voit les clivias. Les clivias que tu as esquissés en quelques coups de pinceau. C'est ça. Et tu as réussi à avoir tout de suite la fleur. Oui. Et comment la lumière, elle se comporte là dans tes fleurs? Si tu vois, au moment où j'ai peint les clivias, la lumière passait à travers. Et donc, j'ai laissé ce qu'on appelle les réserves, donc les espaces blancs, pour montrer cette lumière qui traversait. Et je ne reviendrai plus dessus parce que, bon, ça a capté l'essence, l'énergie de cette plante. Alessandro, ce qui est difficile à croire quand on entend le clapotis des bassins en contrebas, c'est que le jardin n'était connecté à aucune source d'eau dès l'origine. Exactement. Ça semble insensé. Comment peut-on créer un jardin botanique là où il n'y a pas d'eau? Mais avec beaucoup de volonté, comme celle de Lady Walton, même les projets les plus fous sont devenus possibles. Et elle a réussi. Heureusement, quelques années après qu'elle ait commencé à travailler sur le jardin, des canalisations sous-marines transportant l'eau de Naples à Ischia ont été installées. Donc aujourd'hui, nous recevons l'eau du continent. Mais lorsqu'elle a commencé, elle a dû s'organiser en fonction de l'aridité, d'une terre presque sèche. Pourquoi? Tout part de cette roche. Russell Page a étudié très minutieusement les origines géologiques de ce lieu. Et il a observé que la lave avait d'abord coulé dans les profondeurs de la mer. Une fois ces profondeurs remplies, la lave a commencé à s'accumuler pour créer la colline que nous voyons là, qui nous surplombe. Cette colline et ses origines confèrent à l'île 3 caractéristiques qui permettent la croissance de plantes tropicales. La première, le vent qui heurte la colline se soulève, et ainsi la partie basse du jardin est bien protégée. La deuxième, quand le volcan est entré en éruption, il a entraîné les troncs des arbres de l'île, qui, se décomposant lentement, ont donné de l'humus. Nous pouvons d'ailleurs le voir ici. Regardez cette terre. C'est une terre très fertile, que nous ne trouvons pas sur le reste de l'île, mais elle abonde dans cette petite zone.
La troisième caractéristique est que cette roche se réchauffe énormément pendant la journée. Elle diffuse la chaleur durant les premières heures de la nuit, contribuant ainsi à réchauffer et créer un microclimat qui permet la pousse de plantes tropicales. Alessandro, c'est donc un jardin qui fait vraiment appel au génie du lieu. Dans le creux, le jardin subtropical avec l'humus qui s'accumule. Et puis contre la paroi, un jardin vertical qui nous amène jusqu'à la colline. Oui. C'est magnifique car c'est très varié. Là, la roche est chaude. On sent la chaleur qui en émane. Ensuite, on découvre un jardin complètement nouveau. Regardez Jean-Philippe, nous y sommes. Ici s'ouvre une porte invisible donnant accès à un monde, à un jardin complètement différent, haut en couleurs et en parfums différents. Ici, nous avons du Pittosporum. Vous êtes venu au bon moment, je dois dire. Toutes ces plantes sont typiques de la forêt méditerranéenne. Là, c'est un pistachier. Ici, de la bruyère, que nous surnommons scopa, ce qui veut dire balai, car on l'utilisait pour en fabriquer. Le romarin, là. Le romarin, oui, bravo. Les chênes verts. Les chênes verts, l'immortel d'Italie, Helichrysum italicum. Et voici le roi du jardin, ou plutôt la reine. Il s'agit de la mortella, le myrte. C'est la plante qui a donné son nom au jardin. Dans notre dialecte napolitain, nous appelons le myrte mortella. Et cette zone était déjà désignée par les habitants par ce nom. Lady Walton n'a rien fait d'autre que reprendre un nom répandu sur l'île. La mortella. Et alors, quand on regarde les cystes, elles ont besoin de rien pour pousser, là. Vous êtes venu lors d'une période très favorable, car la floraison du cyste est très brève. Et Alessandro, on passe très rapidement finalement d'un univers et puis d'un habitat peu familier, tropical, à quelque chose d'extrêmement familier, méditerranéen. C'est ce qui époustoufle tous ceux qui visitent le jardin. Comment est-ce possible de passer d'un environnement aussi humide, ombragé, à un environnement aride, exposé, la lumière, ouvert sur l'horizon, et avec des couleurs complètement différentes, qui changent entièrement avec la lumière du soleil. Et le rapport à la mer aussi. Oui, exactement. À la mort de William Walton, en 1983, Susanna poursuit l'aménagement de la colline. Elle imagine même de petits stratagèmes pour que les visiteurs acceptent de gravir les marches. Elle varie les ambiances avec un pavillon thaïlandais et son jardin oriental, ou un jardin aquatique que garde un crocodile. Susanna fait vivre l'amphithéâtre avec des concerts et consacre la serre du Temple du Soleil à la musique. Toute sa vie, elle aura dédié son jardin aux compositeurs qu'elle aimait. Nous voici arrivés dans le lieu où reposent les cendres de William Walton. Lady Walton a décidé de faire de ce lieu la dernière demeure de son mari, car il aimait venir ici. Il aimait s'asseoir ici, regarder la mer et voir le coucher de soleil. Cela procurait à son âme une inspiration particulière. Tous les musiciens, surtout les guitaristes, viennent ici pour s'inspirer de ce rocher, car ils ressentent son esprit.
Ça n'est pas qu'un simple jardin où l'on fait de la musique. On sent qu'il y a un esprit particulier. L'âme de Walton flotte partout. Lady Walton disait que William n'est jamais parti d'ici. On peut le sentir, c'est palpable. Tout musicien ressent vraiment cela.